Quand Orekhnik a pris son envol, Poutine pensait avoir joué la carte maîtresse de la Russie. C'était le missile imparable, hypersonique, capable de transporter une ogive nucléaire. Un avertissement clair à l'Ukraine et ses alliés que la Russie pouvait aller plus loin que ses actions actuelles. Le mot-clé ici est « pouvait ». Elle ne le peut plus. Le missile Flamingo de l'Ukraine vient de frapper le cœur de la menace nucléaire russe, clouant au sol Orekhnik et réduisant à néant le bluff nucléaire de Poutine. Le 5 février, United 44 figurait parmi plusieurs médias ayant rapporté ce qui pourrait être la frappe à longue portée la plus importante réalisée par l'Ukraine. Des missiles Flamingo fabriqués en Ukraine ont parcouru des centaines de kilomètres à travers le territoire ukrainien, en direction de la région d'Astrakhan, dans le sud-ouest de la Russie, le long du Basse-Volga et à la frontière du Kazakhstan. Cette région est dangereuse pour l'Ukraine à cause de sa proximité avec la frontière russe. Cependant, Astrakhan est également dangereuse car elle abrite Kapustin Yar, où se trouve un site d'essai de missiles que la Russie utilise pour lancer l'un de ses missiles les plus dangereux, Orekhnik, le missile que la Russie a utilisé pour attaquer Lviv il y a seulement quelques semaines. L'Ukraine voulait se venger de la frappe sur Lviv, et vous verrez pourquoi bientôt. La riposte est venue avec des missiles Flamingo ayant franchi les défenses russes, à Kapustin Yar, pour porter des frappes directes contre la base même d'où la Russie a lancé ses missiles hypersoniques lors de l'attaque contre Lviv. C'est un immense succès pour l'Ukraine, et l'état-major général du pays s'est empressé de s'exprimer sur Telegram pour en expliquer la raison. En janvier 2026, les forces de défense ukrainiennes ont mené plusieurs frappes réussies sur un complexe de hangars au site d'essai de Kapustin Yar, région d'Astrakhan, en Russie. La préparation au lancement de missiles balistiques intercontinentaux et à moyenne portée s'effectue avec des armes de frappe longue portée ukrainiennes, notamment le FP5 Flamand Rose selon l'état-major général. Il a également ajouté qu'il dispose de preuves que la frappe de janvier a été couronnée de succès, ajoutant, selon les informations disponibles, plusieurs bâtiments du site d'essai ont été endommagés à des degrés divers. L'un des hangars a été gravement endommagé, et une partie du personnel a été évacuée du site. Kapustin Yar n'a peut-être pas été totalement fermé, mais il a été assez affecté pour freiner tout lancement supplémentaire de missiles Orekhnik vers l'Ukraine par la Russie. Et plus important encore, l'Ukraine a envoyé un message avec cette attaque. Nous venons de frapper Orekhnik chez lui, et nous pouvons recommencer. L'ancien canal Telegram Silenova Plus fournit aussi des preuves des réalisations de l'Ukraine. Le jour où l'état-major ukrainien a fait son annonce, ce canal a diffusé une photo satellite de Kapustin Yar. Il a également confirmé que l'Ukraine avait mené l'attaque dans la nuit du 27 au 28 janvier. Les hybrides drones-missiles Flamingo de l'Ukraine semblaient viser ce qu'ils appellent le site 105 de l'installation d'essai de missiles. L'Ukraine a notamment frappé des hangars russes, servant aux préparatifs de lancement de missiles. On suppose qu'Orekhnik fait partie de ces missiles. Si ces hangars ont été détruits, la Russie doit d'abord les reconstruire avant de réutiliser Orekhnik. La Russie peut reconstruire, mais l'Ukraine peut encore détruire. Après tout, Flamingo a la puissance, et l'Ukraine augmente sa production. Vers la fin du mois de septembre, Militani a rapporté que les fabricants de Flamingo Firepoint avaient acheté un grand stock de vieux moteurs d'avion afin d'augmenter la production. Ces moteurs ne sont plus adaptés à leur usage initial, cependant, ils sont plus que capables d'alimenter un hybride drone-missile qui fait un aller simple vers la Russie en seulement quelques heures. Avec des réparations et des modifications, ces moteurs ont offert à Firepoint un moyen peu coûteux de sortir ses armes Flamingo des chaînes de production et de les mettre entre les mains de l'Ukraine. Lors de la publication, Militani a indiqué que Firepoint produisait 2 Flamingo par mois. D'ici la fin de 2025, elle visait une production mensuelle de 200 unités. Nous ne savons pas si Firepoint a réussi à atteindre cet objectif. Cela montre que l'Ukraine mise tout sur le missile utilisé contre la base principale Orekhnik de la Russie. C'est inquiétant pour Poutine pour plusieurs raisons que nous verrons plus tard, mais pour l'instant, il doit s'inquiéter du fait que l'Ukraine construit massivement une arme. C'est bien plus effrayant que tous les drones longue portée qu'elle a déjà utilisés contre des cibles russes. Flamingo n'est pas un drone classique, mais un hybride entre missile de croisière et drone. Cela signifie qu'il peut causer de vastes destructions sur de longues distances. Doté d'un contrôle supérieur à celui d'un missile de croisière, tire et oublie, le Flamingo en expose la raison à travers ses spécifications. Ce drone hybride missile est capable de parcourir des distances dépassant 3000 km, soit environ 1860 miles. Il n'y a pas beaucoup d'autres armes dans l'arsenal ukrainien qui atteignent une telle portée, ce qui signifie que Flamingo est capable de frapper des cibles que d'autres armes ne peuvent tout simplement pas atteindre, et lorsqu'il frappe ces cibles, il le fait avec une force dévastatrice. Flamingo diffère des drones longue portée classiques,
capable de transporter de petites ogives pour détruire des infrastructures, mais peu efficace contre des cibles renforcées comme des hangars. Le nouveau drone missile hybride ukrainien peut transporter une ogive de 1150 kg vers toute cible assignée par l'Ukraine. Cela représente plus de 2500 livres de puissance explosive, le tout emballé dans un drone unique, capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 950 km, soit environ 590 miles à l'heure. Ce que nous voyons ici, ce sont des spécifications pour une arme ressemblant à un missile de croisière qui sont supérieures à celles offertes par les missiles Tomahawk américains. Et voici le meilleur, pour l'Ukraine, et cette partie-là fera pleurer Poutine. Un Flamand coûte 5 fois moins cher à produire qu'un Tomahawk. Le Flamand est suffisamment rapide pour filer à toute allure. Les défenses aériennes peuvent voler assez bas pour échapper à la détection et frapper assez fort pour surprendre Poutine sur les capacités de l'Ukraine. Cette chose a été pleinement démontrée à Kapustin Yar, alors que l'une des installations les plus importantes de la Russie a été laissée dans le chaos après que le Flamand a pris son envol. C'était une vengeance, et cette vengeance aura un goût plus doux pour les habitants de Lviv que pour quiconque en Ukraine. Dans la nuit du 10 janvier, la Russie a lancé une nouvelle frappe aérienne massive sur les villes et infrastructures énergétiques ukrainiennes. Une grande partie de ce que la Russie a envoyé sur l'Ukraine a frappé Kiev, entraînant la mort de 4 personnes et en blessant 22 autres dans la ville à cause des missiles et des drones de Poutine. Aussi tragique que soit cette attaque, la menace la plus inquiétante a été dirigée vers Lviv, selon Al Jazeera. L'Ukraine a signalé qu'un missile balistique non identifié, voyageant à environ 13 000 km, soit 8 000 miles par heure, a frappé des infrastructures critiques à Lviv. Le missile a été identifié comme un Oreshnik, envoyé délibérément par la Russie pour frapper. Une ville située à environ 70 km de la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Nous expliquerons bientôt pourquoi c'est important. Concernant Oreshnik, peu d'informations existent, hormis les supposées capacités avancées évoquées par la Russie et des analystes. Il est clairement hypersonique, comme l'a montré l'attaque contre Lviv. Al Jazeera ajoute qu'on pense également qu'Oreshnik est un missile de portée moyenne, et qu'il peut probablement parcourir entre 1000 et 1600 km, soit de 620 à 990 miles, avant d'atteindre sa cible. Le missile semble être basé sur le design du RS-26 Roubiège que la Russie a commencé à développer en 2008. Certains disent que sa puissance destructrice rivalise avec une ogive nucléaire, même avec une ogive conventionnelle. Ah, et en parlant d'ogive nucléaire, Oreshnik serait également supposé capable d'en transporter. La Russie n'a certainement pas tardé à se vanter de ce qu'elle avait accompli lors de sa frappe de janvier, seulement 2 jours après les premières informations sur l'utilisation d'Oreshnik, LVIV. The Moscow Times a indiqué que l'armée russe affirmait avoir détruit une usine de réparation d'avions ukrainienne à Lviv dans la nuit du 9 janvier grâce au système de missiles mobiles au sol Oreshnik. Le ministère russe de la Défense a déclaré que l'Ukraine n'avait pas confirmé cela, affirmant qu'Oreshnik avait touché un remorqueur civil. Le message de la Russie était clair. Oreshnik est prêt, mais il pourrait ne plus l'être suite aux frappes des missiles drones Flamingo ukrainiens fin janvier. Si Oreshnik a été mis hors service suite à la frappe sur son principal site de lancement, cela posera un sérieux problème à la Russie. Pourquoi l'installation de Kapustin Yar est-elle temporairement hors service ? Eh bien, avant de répondre à cette question, ceci est juste un petit rappel que vous regardez l'émission militaire. Pour plus d'analyses comme celle-ci, abonnez-vous pour recevoir nos vidéos dès leur sortie. La première réponse à la question posée est que la frappe de l'Ukraine sur Kapustin Yar est importante, autant pour ce qu'elle représente que pour ce qu'elle a accompli. L'Ukraine a neutralisé un site de lancement russe clé, espérant que ce sera durable. Cela signifie qu'il n'y aura plus de lancement d'Oreshnik jusqu'à ce que la Russie soit en mesure de remettre le site en service. Cependant, comme le note Euromaidan Press, la frappe et flamant rose de l'Ukraine est le premier cas connu d'un État non nucléaire. Réussir à attaquer une infrastructure utilisée pour réparer des missiles balistiques, capables de transporter des ogives nucléaires, sur le territoire du pays qui a fabriqué ces missiles. C'est énorme, comme nous allons l'explorer plus en détail dans un instant. L'Ukraine vient de mettre à l'épreuve le bluff nucléaire de Poutine. Par cette attaque, l'Ukraine montre à la Russie qu'elle ne craint pas ce qu'Oreshnik est censé livrer. L'Ukraine défie la Russie de réagir après que des missiles drones Flamingo ont frappé votre infrastructure nucléaire. Poutine, vas-tu répondre par une attaque nucléaire, détruisant ainsi les rares fragments de bonne volonté qu'il te reste dans le monde ? Quand avoueras-tu que tes menaces nucléaires n'étaient que du bluff pour obtenir ce que tu voulais de l'Ukraine ? L'Ukraine mise sur la première option et, ce faisant, a brisé l'image d'invincibilité que Poutine tente de bâtir autour d'Oreshnik.
Il est vrai que l'Ukraine aura du mal à abattre les missiles Orekhnik en vol, comme n'importe quel autre pays. Army Recognition a indiqué en août 2025 qu'aucun système de défense aérienne actuel ne peut intercepter ni détruire de façon fiable un missile hypersonique avant qu'il n'atteigne sa cible. L'interception est possible mais peu probable, ce qui pose un problème sérieux à l'Ukraine, car même ces systèmes de défense patriotes américains peinent contre des missiles comme Orekhnik. C'est ainsi que naît la perception d'invincibilité qu'a brisé l'Ukraine en agissant comme elle le fait souvent face à la Russie, en pensant autrement. Si Orekhnik ne peut pas être abattu en vol de façon fiable, la solution au problème devient simple. Détruisez le missile à sa source, et il ne décollera jamais. On ignore pour l'instant si l'attaque ukrainienne sur Kapustin Yar a détruit des missiles Orekhnik. Cependant, les sources mentionnées indiquent que l'Ukraine a endommagé les installations russes de préparation de missiles. Sans ces installations, des missiles comme l'Orekhnik deviennent inutilisables et très coûteux pour la Russie. Euromaidan Press indique aussi que la frappe ukrainienne de janvier pourrait inverser l'équilibre de la dissuasion. Des missiles comme l'Orekhnik sont une menace que l'Ukraine ne peut exercer contre la Russie. Même sans les capacités nucléaires, l'Orekhnik est plus rapide et, selon la Russie, plus puissante que tout l'arsenal ukrainien. C'est toujours vrai, même avec le flamand. Mais la clé, c'est que le flamand n'était jamais censé exister. Avant l'invasion de Poutine, l'Ukraine ne possédait pas d'hybride drone-missile et a mis des années à développer ses armes de frappe en profondeur après l'entrée des soldats russes. En résumé, l'Ukraine n'avait aucun moyen de dissuasion contre les missiles russes, mais elle en dispose désormais. L'Ukraine n'a pas utilisé Flamingo. En octobre 2025, Militani indiquait que l'Ukraine s'en était déjà servi 9 fois environ un mois après la mise en production du missile. Ce qui est essentiel dans cette dernière frappe, c'est que l'Ukraine a prouvé qu'elle pouvait utiliser les missiles drones Flamingo pour atteindre directement ses cibles. Sur l'un des sites stratégiques les plus critiques de Russie, Kapustin Yar, indispensable pour lancer Orekhnik. Il sera doté des meilleures défenses aériennes russes, mais Flamingo les a toutes contournées pour atteindre sa cible. Poutine verra cela, et sera terrifié par ce que cela implique. Lorsque l'Ukraine aura suffisamment augmenté la production de Flamingo pour constituer un stock important, Kapustin Yar sera sans doute visé à plusieurs reprises. Mais il existe de nombreux autres sites russes à portée du Flamingo qui sont associés au complexe nucléaire russe. Le Centre d'éducation à la politique de non-prolifération propose une carte interactive de nombreux sites, actifs ou non. Qu'empêcherait l'Ukraine de les frapper ? La base aérienne de Chaïkovka, proche de la frontière ukrainienne, abrite des bombardiers lourds russes et servirait de dépôt d'armes nucléaires. Ou qu'en est-il de la base aérienne de Tchkalovsk, située dans l'oblast de Kaliningrad ? Cette base sert la flotte de la Baltique et facilite la flotte fantôme qui permet au pétrole russe de rapporter de l'argent. De nombreuses bases comme celle-ci se trouvent bien à portée des missiles drones Flamingo et sont peu susceptibles d'être aussi bien défendues que l'installation de Kapustin Yar, qui abrite certains des missiles les plus précieux de la Russie. Poutine doit sûrement se poser la question. Si l'Ukraine peut frapper le site de lancement d'Orekhnik, que peut-elle frapper d'autre, désormais ? La réponse est probablement beaucoup de choses. De nombreuses bases russes, dont beaucoup situées à des centaines de kilomètres des zones frontalières habituellement ciblées par l'Ukraine. C'est ce que nous voulons dire, lorsque nous affirmons que l'Ukraine dispose désormais d'un type de moyen de dissuasion que la Russie n'aurait jamais imaginé qu'elle posséderait. Toute attaque depuis une base à portée du missile drone Flamingo ouvre désormais une opportunité de représailles. L'Ukraine peut stopper les opérations russes d'une façon que Poutine ne peut imaginer. Supposons. Elle peut accroître la production de Flamingo et possède les informations nécessaires pour garantir que son nouveau missile drone atteigne ses cibles. Les futures cibles de l'Ukraine n'incluront pas le complexe nucléaire russe. Cependant, la frappe sur Kapustin Yar reste majeure. Nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises le bluff nucléaire de Poutine. Dans cette vidéo, nous expliquons que la frappe ukrainienne sur Kapustin Yar pourrait tester ce bluff. Cet aspect de la frappe ukrainienne concerne surtout l'Europe, pas l'Ukraine. En frappant Lviv avec l'Orekhnik, la Russie montrait à l'Europe que les États baltes et la Pologne étaient à portée de son nouveau missile hypersonique. À 65 km près, un Orekhnik aurait pu toucher la Pologne. Poutine voulait que l'Europe sache collectivement qu'il comptait utiliser l'Orekhnik pour éloigner alliés et partenaires européens de l'Ukraine. La menace n'a pas marché, mais a bien été faite. Les grands médias, tels que Sky News au Royaume-Uni, ont compris le message de Poutine avec l'attaque de Lviv-Orekhnik. Il a relayé les propos du ministre ukrainien Andrei Sabir, affirmant que l'Orekhnik menace gravement l'Europe.
Sky News a ajouté que le moment du lancement est particulièrement significatif, étant donné les récents changements de la doctrine de dissuasion nucléaire de la Russie et l'abaissement de son seuil de riposte nucléaire. Avant la frappe d'Orekhnik, la fondation Jamestown signalait déjà que la Russie utilisait l'intimidation nucléaire pour obtenir ce qu'elle voulait de la guerre. En décembre, il a été rapporté que le ministre russe de la Défense, Andrei Belyousov, avait organisé en novembre une session spéciale du Conseil de sécurité russe pour justifier la préparation de la Russie à d'éventuels essais nucléaires. Tous ces signaux sont adressés à l'Europe, peut-être même plus qu'à l'Ukraine. Ne vous mêlez pas des affaires de la Russie, et les menaces nucléaires ne se transformeront pas en actions nucléaires. La menace aurait pu tenir si l'Ukraine n'avait pas réagi, mais elle l'a fait. Kapustin. Yar a été attaqué, et il semble presque inévitable que d'autres missiles drones Flamingo soient lancés en direction de cette base à l'avenir. La pression monte sur Poutine pour qu'il passe à l'action. La Russie multiplie les menaces nucléaires, affirmant qu'elle pourrait répondre à une attaque conventionnelle par une frappe nucléaire, risquant ainsi de faire de son pays un paria mondial inédit. L'Ukraine sait que Poutine n'ira pas jusque-là. Les efforts de la Russie envers les États-Unis échoueraient, et la Chine abandonnerait la Russie, privant Poutine de son principal allié. L'Inde risque aussi de ne plus soutenir la Russie. Utiliser Orekhnik, comme Poutine l'a suggéré subtilement, et parfois moins subtilement, signerait la fin de la Russie. L'Ukraine le sait, et à la fin janvier, elle l'a prouvé à l'Europe et au reste du monde. Orekhnik n'est pas la seule arme nucléaire de la Russie. Si Poutine voulait agir sur ces menaces, il l'aurait déjà fait. Avec d'autres missiles pouvant porter des ogives nucléaires, le bluff nucléaire a été dévoilé et Poutine exposé sans carte. Il y a un post-scriptum intéressant. Comme le rapporte United 44, Volodymyr Zelensky a tenu à souligner que Flamingo s'améliore. En décembre 2025, le président ukrainien a annoncé qu'un missile avait atteint sa cible sur 5, lancé les 4 autres, ayant été interceptés par la défense aérienne russe. Tout cela se renforce concrètement, mois après mois. En bref, la version de Flamingo qui a frappé Kapustin Yar n'est pas la meilleure qui existera. En réalité, c'est la toute première version. L'Ukraine va continuer à l'améliorer, à tester et à ajuster, à chercher comment rendre Flamingo encore meilleur pour s'assurer qu'il puisse échapper aux défenses aériennes russes encore plus efficacement qu'il ne le fait déjà. Chaque fois que Poutine donne à l'Ukraine une excuse d'utiliser Flamingo, le missile drone s'améliore. Poutine pourrait chercher à refaire ce que la Russie a fait à Lviv en janvier. L'Ukraine vient de prouver à la Russie qu'elle a une arme puissante pour le dissuader. Ce serait une très mauvaise idée. L'Ukraine vient de mettre à l'épreuve le bluff nucléaire russe, et pas un instant trop tôt. L'Europe sait très bien que Poutine ne va pas s'arrêter à l'Ukraine, et qu'il a des vues sur plusieurs États membres de l'OTAN. Les services de renseignement allemands annoncent une attaque russe imminente contre l'OTAN. Découvrez-en plus dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour ne rien manquer. Merci de nous avoir suivis.